je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous concernés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche quelqu'un que nous connaissons. Pourtant, ça reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors qui de mieux placé pour en parler que ceux qui l'ont vécu ? J'espère que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de se sentir moins seuls et de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute! Clarissa Pinkola Estés disait de l'addiction qu'elle vidait la vie de son sens tout en la faisant paraître plus belle. Et c'est bien là que réside le problème. L'addiction vient souvent répondre à des traumatismes, à une tristesse, une colère ou un ennui que l'on ne maîtrise pas. Nous le savons, l'addiction constitue une réelle souffrance pour le malade. Mais quels sont les enjeux familiaux, parentaux et plus largement sociaux derrière la maladie ? Pour ce deuxième numéro hors série, Élodie Marest, assistante sociale de formation, décortique les impacts de la dépendance non seulement sur la personne addicte, mais aussi sur son entourage. Bonjour Élodie. Bonjour Pauline. Je vous remercie beaucoup de me faire confiance et de répondre à mes questions aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de parler d'addiction avec vous, compte tenu de votre parcours, de ce que vous faites dans la vie. Ma première question, c'est toujours la même. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je vous remercie aussi de m'inviter à participer et du coup pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui est encore pas assez traité à mon goût. Donc moi, je suis Élodie Marest. Je suis consultante socio-éducative et addictologue. J'ai bientôt 39 ans et je vis en Loire-Atlantique, près de Nantes. Et depuis combien de temps vous faites ce métier ? Alors, je suis de formation, moi, assistante sociale et j'ai fait un diplôme interuniversitaire en addictologie à la faculté de médecine pharmacie de Nantes. Je suis assistante sociale depuis 12 ans et donc j'ai exercé ce métier-là dans des services de protection de l'enfance, soutien à la parentalité durant 8 ans. Et puis aussi en service social scolaire, en service de soins. J'ai lancé mon activité indépendante depuis octobre 2019. D'accord. Donc avant, vous aviez un parcours plutôt salarié et vous êtes parti sur un parcours indépendant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce cheminement ? Alors le cheminement, il a été parti d'un constat en fait que beaucoup de personnes que je rencontrais, beaucoup de familles que je rencontraient la problématique de l'addiction, que ce soit eux-mêmes ou leur entourage, les enfants, dans la famille proche. Et puis, je me rendais compte aussi que tout un pan de la population ne se rendrait pas dans un service comme celui dans lequel je travaillais. Donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer un service complémentaire, en fait, et qui vienne, oui, c'est ça, qui vienne compléter le service public, puisque je travaillais dans un service associatif, donc un service gratuit. Et puis, j'avais envie de travailler aussi avec des personnes qui étaient en demande, parce que j'exerçais en tant que salariée des mesures contraintes pour la plupart, c'est-à-dire des mesures ordonnées par le juge des enfants. Donc, avec une contrainte importante qui biaisait forcément la relation au départ, mais qui était aussi un levier. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de me tourner vers un service de proximité, plus personnalisé et puis réactif. Et pourquoi à la base vous avez choisi ce métier ? Après mon bac, j'ai fait d'autres études et puis je me suis réorientée vers le travail social par rapport à des recherches que j'ai faites et puis aussi une envie de donner du sens, de me sentir utile, de soutenir les familles, notamment les familles dans leurs relations, d'aider les familles à être en lien, un lien plus apaisé, qu'elles puissent développer leur autonomie et leur bien-être, quoi. C'est une question que je pose toujours. Votre définition à vous de l'addiction, c'est quoi ?
Alors l'addiction pour moi, elle se rapporte, autant à l'usage de produits qu'à des conduites, répétitives comme, le jeu pathologique par exemple ou, le gaming disorder donc, les troubles liés aux jeux vidéo dont on parle beaucoup. Elle se reconnaît, à une envie, constante et vraiment irrépressible, malgré, la motivation et les efforts de la personne pour y échapper. Et malgré aussi les conséquences, néfastes et les risques qu'elle connaît, hein. On s'endort pas, un soir, pas addict et on se réveille le matin addict, en fait. C'est vraiment un processus, qui s'installe petit à petit, insidieusement, sans qu'on se rende compte, en fait. Et puis avec, à l'issue, une perte, une privation de liberté. Comment l'addiction, elle intervient et elle intervenait aussi dans votre passé professionnel et dans votre activité aujourd'hui? Alors dans mon passé professionnel, elle était, c'était une problématique vraiment récurrente à laquelle, nous étions confrontés, mes collègues et moi-même, avec, quand même une difficulté d'accompagner vers du soin, avec, aussi, je trouvais un manque, dans le réseau en fait, dans l'étayage qu'on pouvait proposer parce que, nous on était, bah, voilà sur la partie, soutien à la parentalité, en tout cas identifiée comme ça, protection de l'enfance et du coup, il fallait orienter vers un autre service pour un accompagnement, sur la question des addictions et puis, il n'y avait pas tellement de prise en charge, de l'entourage, d'étayage de l'entourage, de mise en mots avec, les enfants aussi. J'avais fait une petite étude là-dessus et en gros, il y avait 80 à 90 des familles qui étaient touchées par, de près ou de loin par une addiction, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est toujours, enfin, c'est souvent une entrée en matière, que ce soit l'addiction ou même la polyaddiction, donc c'est-à-dire plusieurs addictions, toujours en toile de fond d'un travail, on va dire, plus global. On se rend compte, en fait, que l'addiction, organise, le quotidien et le rythme, donc pour moi, ça me semblait, essentiel de pouvoir, accompagner vraiment, et cette question-là puisqu'en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et elle permet aussi, de lever, plein de freins, parce que, si elle est pas prise en charge, il y aura toujours des freins sur un accompagnement, que ce soit sur des questions de parentalité ou, sur des questions d'emploi ou sur des questions, enfin toute autre question en fait. À partir du moment où l'addiction est présente, elle freine des choses, qui peuvent se mettre en place dans toutes les sphères de la vie, en fait. Donc dans votre formation première, vous avez pas vu, l'addiction, est-ce que ça faisait partie, des cours qui vous étaient dispensés ou c'était un peu survolé ou même vous n'en parliez pas du tout? Alors à l'époque, non, on en a, très, très peu parlé. C'était, abordé de temps en temps, mais plus présenté, si vous voulez, comme une donnée, en fait, à prendre en compte, comme, l'âge de la personne, sa situation familiale, voilà et juste, on pouvait éventuellement, en parler, mais juste comme ça, sans forcément, imaginer, de quelle façon, on pouvait accompagner ça et encore moins travailler avec, d'autres en réseau, pour, vraiment proposer un étayage, assez global et soutenant. Donc moi, c'est ce que j'ai un peu déploré et puis, mais très vite, l'addiction, ça a fait partie de mes préoccupations. En tout cas, j'avais toujours un œil dessus. En tant que salariée, c'était vraiment une problématique, tellement récurrente et finalement, pas tellement traitée, en fait. Elle était omniprésente, on en parlait, comme, d'un problème ou, d'un empêchement ou, d'un constat un peu, bah, voilà, par exemple, «Ah bah, le papa, il est alcoolodépendant», bah oui, mais, du coup, on devait composer avec ça, en fait et sans forcément, être, en capacité de le parler avec la famille, de pouvoir, mettre en mots tout ça avec les enfants notamment, avec les conjoints, voir, ce que ça avait comme impact, sur le budget, sur la vie sociale, sur l'estime de soi et du coup, ça me semblait pourtant, un incontournable et du moment où
je me suis formée et que j'ai abordé cette question du coup bien autrement, j'ai vu voilà vraiment des blocages se lever quoi. Donc et puis en fait un soulagement de la famille, autant de la personne elle-même hein, qui souffre que de la famille, de l'entourage proche, les enfants, le conjoint, parce que du coup on venait mettre en mots quelque chose dont personne n'osait trop parler et qui était tabou en fait. Et est-ce que dans ces moments-là, pour protéger l'enfant, est-ce qu'on essayait aussi d'accompagner le parent pour qu'il se protège lui-même de cette addiction? Alors moi je travaille dans un service assez innovant où l'idée c'était vraiment, c'était un jeu, je dirais un jeu d'équilibriste hein, parce que voire de contorsionniste à certains moments parce qu'il y avait la question évidemment de la dimension de la protection de l'enfance, mais aussi du soutien de parents, du soutien à la parentalité, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que si on vient pas étayer le parent et si on vient faire à sa place, on va pas forcément l'aider dans son rôle de parent. Et là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir maintenir l'enfant au domicile du parent avec de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Donc voilà, c'était de travailler toutes les dimensions de la parentalité avec la famille, aussi bien sûr de faire du lien avec l'enfant et de voir jusqu'où cette addiction éventuellement pouvait l'impacter. Et c'était là où c'était important d'être, je pense, au moins informé de ce qu'est une addiction et des impacts qu'elle peut avoir, parce que du coup, ça permet aussi d'informer le parent. Sans le culpabiliser, voilà, il ne s'agit pas de ça, mais plutôt d'essayer de lui faire prendre conscience de ce qui se passe, la façon dont l'addiction en fait prive aussi de liberté tout le monde, a des impacts sur tout le monde dans la famille, quoi. Notamment sur les questions d'apprentissage, sur les questions d'estime de soi et sur les grandes questions que les enfants pouvaient se poser autour de la transmission, l'hérédité, et puis voilà, une espèce de culture familiale autour de tout ça, quoi. Dans l'addiction, le déni est un mot dont on parle énormément, surtout, avant, la prise de conscience ou, le déclic, chacun, prend le terme qui lui convient, mais du coup, ça devait être, assez compliqué pour vous d'intervenir, auprès de ces familles quand, le déni est toujours présent et qu'il faut quand même accompagner, la parentalité, l'enfant, pour que, tout se rééquilibre au final? Bah, oui, surtout que la relation de confiance, était, pas forcément gagnée au départ, même si, souvent, on y arrivait puisque comme, je le disais, c'était, des mesures contraintes. Les parents, et la famille essayaient aussi de cacher, enfin, avaient du mal à nous parler de leurs addictions, bien sûr de toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur le budget, enfin voilà, sur le fait de pouvoir se lever le matin, d'emmener les enfants à l'école, le fait de pouvoir travailler ou pas. Toutes ces questions-là, en fait, elles étaient difficiles à aborder avant que vraiment ils se sentent en confiance. Moi, ce que souvent je disais aux collègues quand ils me demandaient un petit peu conseil pour savoir comment aborder telle addiction dans une famille, je leur disais, il faut essayer de faire part de vos constats, en fait. Ce que vous observez, ce que vous voyez, sans forcément être dans vous êtes ceci ou vous êtes cela, mais juste ramener voilà, des constats. Par exemple, sur la question du budget, il y a tant d'argent, et puis là, au bout de quelques jours, il n'y en a plus en fait. Ou s'il y a un état d'ébriété, par exemple, qui est observé, juste de le constater, en fait, de le dire. Parce que c'est vrai qu'on rencontrait des familles où la question de l'alcool était assez présente. C'était pas la seule addiction, mais c'était quand même l'addiction la plus récurrente. Et du coup, régulièrement, il y avait des parents qui étaient en état d'ébriété ou qui étaient couchés parce que voilà, pas capables d'être présents en fait à l'échange. Donc c'était juste de ramener ça en fait, de ramener ce qu'on voyait, de quelqu'un qui titube, quelqu'un qui a une haleine qui sent l'alcool, enfin voilà, des choses très factuelles, sans être dans le jugement. En fait, quand on vient dire ce qu'on voit, c'est que la personne veut nous montrer aussi
Donc même si c'est pas conscient, on vient mettre des mots sur, quelque chose qui est quand même, une honte, familiale, quelque chose qui n'est pas dit, qui est tabou. Vraiment, il y avait du soulagement. Surtout si après, à la suite, il ne se passait pas ce qu'ils imaginaient qu'il pouvait se passer, c'est-à-dire qu'on enlève les enfants, que voilà. En fait, c'était ça, c'était rassurer et essayer de comprendre avec eux, comment on peut faire pour justement accompagner tout ça et pour un quotidien un peu plus tranquille. Et donc vous avez fait en supplément de votre formation, initiale, une formation en addictologie? Un diplôme universitaire et du coup sur les addictions, avec et sans substance. Maintenant, dans le cadre de votre activité actuelle, quel accompagnement vous menez auprès des familles pour lutter contre l'addiction justement? Il y a 3 choses que je prends en compte, on va dire, par rapport à l'accompagnement. Déjà, ça va dépendre de l'objet, de l'addiction ou de la conduite, dont il s'agit, qui est repérée comme problématique par, la personne, qui me contacte. De là où en est, la personne ou son entourage et de qui me contacte. Si c'est la personne elle-même ou l'entourage et puis, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle franchit le pas de me contacter? Donc, soit je peux proposer, une intervention, assez brève, ce qu'on appelle, intervention brève et repérage précoce, qui peut être sur recommandation par exemple d'un médecin, d'un professionnel de santé avec, je peux proposer une stratégie, des petits outils et si la dépendance est installée, un accompagnement, plus personnalisé qui va être, assez global, qui est ce qu'on appelle, biopsychosocial avec, une évaluation globale de autant de la personne elle-même, de l'environnement, de la conduite, addictive. Avec elle ensuite, je vais déterminer des objectifs à partir de ses demandes, de ses besoins, de ses ressources, internes en fait. Et puis, toujours en laissant, comme je disais, le choix, en évaluant, la motivation au changement, et en me situant toujours par contre dans une perspective de réduction des risques et des dommages, quoi. Et puis, l'entourage, en faire en fait un partenaire d'accompagnement en fait, de soins avec le réseau, comme je disais, le médecin de famille, les personnes de confiance qui resteront après, mon accompagnement. Parce que l'idée c'est que je sois, de passage sur un court, moyen terme et qu'ils puissent avoir ensuite des appuis, des ressources autour d'eux pour continuer, ce travail, après moi. Oui, en plus, c'est vrai que, quand l'addiction, est présente dans une famille, ça peut donner naissance à des dysfonctionnements, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi, à des rapports, familiaux, détériorés, déjà, est-ce que ça vous arrive dans votre quotidien professionnel de rencontrer des familles un petit peu déchirées à cause de l'addiction? Ah oui, oui, souvent, en fait, c'est un objet, l'addiction est un enjeu. Il y a des tensions, bien sûr, autour. Il y a de l'épuisement à des moments de l'entourage. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'impuissance. Il peut y avoir aussi, un espoir, par rapport aux promesses, que la personne, peut donner et puis en fait, pas finalement tenir parce que comme on disait, par rapport à la définition de l'addiction, c'est en dépit de la motivation. La personne, elle a beau être très motivée, avoir très envie et être convaincue qu'elle va arrêter, pourtant elle n'y arrive pas en fait et donc tout ça, ça peut, vraiment amener des fortes tensions, dans la famille ou au contraire, il y a un conjoint qui peut se mettre en place un petit peu de sauveur ou de un peu, faire du chantage et puis les enfants, être aussi dans le reproche, venir attaquer en fait ce parent, qui à un moment, pour eux est défaillant ou voilà et peut être insécurisant aussi. Il faut refaire du lien et c'est pour ça que l'entourage est un partenaire pour moi. Comment vous expliquez justement, à l'entourage, ce qu'est l'addiction, la manière dont, ils peuvent accompagner la personne malade au sein de leur famille sans se placer comme le sauveur? Parce que c'est c'est, mmh, c'est vrai que la place du sauveur, on la retrouve souvent en fait, dans ces moments-là. Vous, comment vous intervenez auprès de l'entourage, pour expliquer en fait, tout ce processus autour de l'addiction?
Mais j'informe beaucoup, je commence par ça. Souvent, j'ai pas mal de parents qui me contactent par rapport à des questions autour des jeux vidéo, des écrans. Mais si c'est un conjoint par exemple, qui me contacte, ça va être déjà de voir quel est son besoin à lui en fait. Et puis essayer d'aller le soutenir dans son besoin à lui, qui est souvent d'avoir du soutien en fait. De plus être tout seul et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir les aider, les sécuriser aussi, et qui porte plus forcément tout seul la famille en fait. Enfin, quand on a quelqu'un qui souffre d'addiction chez soi ou dans son entourage, c'est vraiment une place d'aidant qui est pas facile à tenir, qui est délicate, qui est vraiment tout le temps à revoir, à repenser pour pas s'épuiser en fait. Vous accompagnez donc des familles dans leur globalité. Vous avez parlé de l'alcool tout à l'heure, qui est une addiction que vous avez rencontrée très fréquemment. Quelles autres addictions vous rencontrez le plus souvent? Il y a pas mal de femmes qui me contactent par rapport à des problématiques autour d'achats compulsifs, pas mal d'adultes qui me contactent par rapport à des inquiétudes qu'ils ont sur leur rapport aux écrans. Il y a bien sûr les jeux de hasard et d'argent, ça revient assez régulièrement, mais là c'est plus l'entourage qui va me contacter quand il découvre en fait qu'il y a un gros souci financier, qu'ils puissent aussi se protéger et protéger les enfants. Mmh. Selon votre œil, professionnel, quelles sont les clés pour se sortir d'une addiction? En parler, soit la personne elle-même si elle se sent auprès de soit son entourage, amical, auprès de son médecin ou auprès d'un professionnel, qui va pouvoir, l'aider et ou l'entourage aussi qui peut, solliciter, de l'aide, en parler pour, retrouver, du pouvoir d'agir en fait. Parce que c'est dans l'addiction, vu que la perte de liberté, la privation de liberté est quand même très présente. La clé, c'est, enfin, cette prison de l'addiction, en fait, la clé, c'est les personnes, elles l'ont, c'est la parole et faire sortir ce qui se passe à l'intérieur du foyer, quoi. On parle de plus en plus d'addiction positive et vous en avez un petit peu parlé, mais derrière l'addiction, il y a de la souffrance, vraiment beaucoup de souffrance, que ce soit pour l'entourage, mais aussi pour la personne qui le vit, parce que c'est une privation de liberté, c'est, de l'isolement et pourtant, l'addiction positive, c'est un terme, que je rencontre de plus en plus souvent. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, quand vous en entendez parler, c'est dans quel cadre? Alors là, c'est vrai que ça revient, pas mal, ce mot ce terme, qui est apparu quand même, il y a un petit moment déjà, au début des années 80, qui est plutôt rattaché à, la bigorexie, l'addiction au sport. On parle d'addiction à la lecture, au travail, qui peut être, considérée un peu comme, cool, tendance, bonne pour la santé même. L'addiction aujourd'hui, c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire, de monsieur et madame tout le monde, je dirais, sans que forcément, beaucoup de personnes soient capables d'en donner une définition assez précise. Et donc, c'est utilisé un peu à tort et à travers, marketé même par des marques. Hein, donc, oui, c'est presque tendance en fait. Ça peut être Ouais. cool de dire ouais, moi je suis accro au sport. Ah mais c'est des hashtags sur les réseaux sociaux en plus, sport addict, chocolat addict, tout ça, ouais. Comme si c'était bien quoi, quelque chose qu'il faut mettre en avant. En tout cas, l'addiction au sport, la bigorexie, c'est vraiment vendu comme ça, quoi. Comme une addiction positive, quelque chose auquel il faut accéder et j'entends des fois des personnes que j'accompagne me dire, notamment ceux qui sont touchés par des troubles alimentaires, me dire: «Qu'est-ce que j'aimerais, être addict au sport, ce serait tellement plus simple». Elles viennent me rencontrer par rapport à une addiction et c'en est juste une autre. Du coup, selon vous, est-ce qu'une addiction, ça peut être positif? Non. Non, non, une addiction, ça peut pas être positif. Une addiction, ça fait souffrir, ça a des dommages, il y a des risques, il y a des vrais impacts. Ça prive, comme je disais, de liberté, ça
organise et rythme tout le quotidien et c'est une prison dont il n'est pas facile de sortir et je ne peux pas parler d'addiction positive. Ça me hérisse le poil un peu quand j'entends parler d'addiction positive, mais même parfois par des professionnels de l'accompagnement, de la santé, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'information. En fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il faut réussir à faire la différence entre être passionné et être Mmh. addict. Parce qu'on peut Oui. être passionné de sport, mais si on peut pas faire de sport pendant une semaine, se dire: «Oh, ça me manque un peu», sans être complètement, en souffrance parce qu'on peut pas faire de sport. C'est faire du sport, comme tout en fait, en conscience, comme, on peut tout à fait, boire de l'alcool, sans être alcoolodépendant. Les réseaux sociaux, c'est pareil, le shopping, c'est pareil, Heu, en soi, ce comportement-là, il est pas problématique. C'est après, la façon dont on va consommer, comment on va l'utiliser, bah, qui va être problématique, en fait. La répétition et ce qu'on y met dedans, ce qu'on met dans cette activité, ce qu'elle représente, qui va être problématique. On parlait justement des réseaux sociaux. On en parle un petit peu et de plus en plus quand même de l'addiction aux réseaux sociaux, au-delà d'addiction aux écrans. Est-ce que c'est une thématique à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui avec, des personnes que vous accompagnez ou pas encore, énormément? J'ai pas mal de questions, des questions curieuses. Alors je sens qu'il y a des questions intéressées aussi sur leur rapport, plus largement aux écrans. Ce qui est le problème, c'est que les gens se rendent compte du temps des fois qu'ils y passent qui est, très, très long en fait. Et donc voilà, ils s'inquiètent de ça et de la place que ça peut prendre, que ça peut occuper dans leur vie et peut-être, du temps, sur lequel, ça empiète. C'est une problématique, un peu globale, qui est pas on m'interpelle rarement directement pour cela, mais ça vient souvent, dans les échanges, en fait. Donc notamment les parents qui m'interpellent sur des questions de troubles liés aux jeux vidéo, des cyberaddictions et cetera, ils me disent eux-mêmes que, bah, c'est pas si simple, en fait, de leur rapport aux écrans et qu'on en parle assez souvent en fait, de leur propre rapport aux écrans, comment ils se servent de cet outil-là. Finalement, il y a un accompagnement aussi qui se fait par rapport à ça, une prise de conscience. Ouais. Oui, parce que parfois on se rend compte que notamment notre téléphone est presque le prolongement de notre main, quoi. Ouais. Et ça forcément les enfants le voient. C'est vrai que ça interroge sur cette partie, sur notre propre rapport aux écrans ou même à n'importe quel sujet ou Mm, d'addiction et mm. comment accompagner nos enfants aussi à ce moment-là si on voit qu'il y a un problème qui peut s'installer chez eux aussi, quoi. Oui, oui. Ben, sans vouloir encore une fois diaboliser l'outil, et parce que l'outil, il peut être très, très fonctionnel, hyper utile. Aujourd'hui, un téléphone, ça fait à peu près tout, sauf laver la vaisselle encore, mais ça va peut-être venir. Mais en tout cas, il fait partie de nos vies. Enfin, et je dirais que de vouloir s'en passer complètement, ça paraît compliqué quand même. Donc voilà, c'est comment on l'utilise pour ce qu'il est, et sans forcément, effectivement, qu'il vienne s'interposer dans nos relations familiales, dans nos relations interpersonnelles et aussi dans notre relation à nous-mêmes. Parce que voilà, je pense que c'est une problématique aujourd'hui qui est par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ça, c'est d'être face à soi-même dans un moment où l'énergie elle est différente, le rythme il est beaucoup plus calme. Voilà, ça c'est difficile en fait d'être confronté à soi-même, de s'ennuyer un petit peu, d'être ce qu'on considère face à du vide, alors que c'est pas du vide quand on est avec soi-même tout seul. Mais c'est vrai que ça, c'est de plus en plus compliqué pour tout à chacun de mettre un peu sur un autre mode que notre rythme effréné et les réseaux sociaux avec ce fil-là qui est sans fin, qui nous aide pas à être aussi dans une attention posée. On est sans arrêt en train de défiler, de faire défiler, et sans même trop regarder en fait. On sait pas trop ce qu'on y fait, mais on y est quoi. Et donc, c'est un moment, ça demande un effort attentionnel de pouvoir se déconnecter de ça et passer à autre chose. Et sur un autre rythme, un truc un peu plus cool, où on revient à quelque chose de concret, de palpable. Ça, c'est pas très facile et c'est vrai que
notre rythme aujourd'hui, le stress ambiant et toutes les injonctions qu'il y a font que, ouais, on est dans un rythme assez effréné, quoi. Et ce rapport à l'ennui, c'est marrant que vous en parliez parce que j'en parlais il y a quelques jours avec mes proches mais là je parle pour moi-même, j'ai l'impression que je ne sais plus m'ennuyer alors que l'ennui est super sain. C'est quand on s'ennuie qu'on a des idées, qu'on a qu'on se dit bah tiens je vais faire ça et c'est là qu'il faut se dire que bon le téléphone c'est bien, mais essayer de retrouver, de savourer aussi, ces moments où on s'ennuie un peu, où on est, face à soi-même et juste à réfléchir, quoi. C'est ça qui est difficile aussi, hein, c'est de se dire: «Bon, bah, là, je fais rien, mais c'est pas grave». C'est pas Tout à grave. fait, ouais, ouais. Ouais, et puis c'est s'enlever cet automatisme de je prends l'objet, je me rends même plus compte que je le prends, C'est je vais ça, sur le exactement. truc et je fais défiler, je sais même pas ce que j'ai fait, je sais même pas Ouais. depuis combien de temps j'y suis. Mais voilà et moi souvent j'invite, les personnes, qui me parlent de ça, sur, la question du nombre d'heures qu'on a tous à disposition dans la semaine, hein, qui est 168 heures. On a tous 168 heures disponibles dans la semaine et de faire le décompte, en comptant très, très large sur, le nombre d'heures de sommeil, le nombre d'heures qu'on passe à, je sais pas, se doucher, aller faire ses courses, faire son ménage, s'occuper de ses enfants, travailler, voilà. On compte tout ça très, très large et on voit le temps qui nous reste à la fin. Et en général, il reste un paquet d'heures et on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps-là?» Et c'est déjà d'aller, un petit peu, enfin, être dans une auto-observation pour prendre un petit peu de recul et du coup, faire des choix, un peu plus en conscience sur tous ces rapports-là et ce qu'on a envie de faire, de notre vie, là où, en ce moment, il y a une grosse quête de sens pour tout le monde. Voilà, aller chercher du sens et puis, éviter de effectivement passer son temps à être sur les réseaux, à pas faire grand-chose finalement, pas construire en tout cas. Très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est pas en tout cas, c'est pas forcément toujours constructif quand on est sur les réseaux parce que comme, n'importe, quel, sujet enfin les réseaux sociaux ont plein de points positifs. C'est pas du tout, ça qu'on remet en question là, mais c'est, se dire: «Bon là, ce que je fais, c'est constructif» ou là juste, bah, j'ai envie de m'évader un petit peu ou là, je suis complètement un zombie devant mon téléphone et je fais défiler le fil d'actualité sans me rendre compte de ce qui défile sous mes yeux au final. Se dire à chaque fois qu'on y va, essayer déjà d'avoir un petit temps de latence, juste 2 secondes, quand on va sur son téléphone. Pourquoi j'y vais là? C'est quoi le besoin? Parce qu'il y a aussi cette grosse peur de rater quelque chose. De passer à côté de quelque chose. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et on était moins dans l'instantanéité. Aujourd'hui, les ados, ont très, très peur de rater quelque chose. C'est ça qui est difficile, en fait, dans leur rapport aux écrans. C'est que s'ils ont pas de réponse à leur message, à des copains dans les 2 heures qui suivent le message, mais c'est la panique totale. Est-ce que ça y est, il est fâché, ça y est, il veut plus me parler, ça y est, ça vraiment, ça fausse, notre rapport aux autres, au temps, et ça nous met dans un état de stress, en fait. Très bien. Est-ce que pour terminer, vous avez un mot de la fin? Alors mon mot de la fin, ce serait, d'oser en parler, en fait. Oser vraiment, le dire, trouver une oreille, attentive et bienveillante. Mais vous trouverez quelqu'un pour vous aider, pour vous informer, pour vous rassurer aussi. C'est mon mot de la fin, oser en parler. Très bien, merci beaucoup Elodie. Merci à vous, Pauline. C'est la fin de cet épisode hors série. J'espère que vous comprenez mieux vous aussi les enjeux globaux de l'addiction et que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, mettez plein d'étoiles au podcast et commentez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup à faire grandir On s'en sort. Si vous avez des remarques, des questions ou que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.